Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le variant Omicron serait moins dangereux que les précédentes formes du virus. Cette fois, c'est l'OMS qui le dit, même si l'organisation note un plus fort risque de recontamination de ceux qui ont déjà été infectés par un autre variant du Covid. La fin de l'ère Merkel. La chancelière a passé la main ce mercredi au social-démocrate Olaf Scholz. Avec lui, c'est un gouvernement parfaitement paritaire et une coalition inédite sociaux-démocrates, libéraux et verts qui est investie. Il y a bien eu erreur sur la personne. Le Saoudien arrêté hier à Paris, suspecté du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, était un homonyme. Une fois son identité vérifiée, il a été relâché. C'est la bonne nouvelle du jour. Selon l'OMS, le variant Omicron semble provoquer des symptômes moins sévères que les formes antérieures du virus. S'il est suffisamment contagieux pour surpasser le variant Delta, il pourrait ainsi entraîner une baisse de la mortalité de l'épidémie. Bilal Tarabeh. Un variant qui se transmet beaucoup plus vite mais qui est moins dangereux, c'est ce qu'observent des scientifiques en Afrique du Sud, là où a été découvert le 14 novembre dernier le variant Omicron. Nous voyons beaucoup de gens qui ont été infectés par le variant Omicron, mais qui sont moins malades. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'en 10 jours, nous sommes passés dans ce pays de 260 cas par jour à 12, 13, 14 000 cas par jour, mais sans mettre les services de réanimation sous pression. Un constat à prendre avec prudence pour l'Organisation mondiale de la santé. Les premières études qui remontent d'Afrique du Sud suggèrent un risque accru de réinfection avec le variant Omicron. Mais il nous faut plus de données. Il y a aussi des preuves que le variant Omicron provoque des symptômes moins graves que le variant Delta, mais là encore, il est trop tôt pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Tandis que la découverte du variant Omicron déclenche le retour de restrictions à travers le monde, les laboratoires Pfizer-BioNTech affirment que leur vaccin reste efficace. Nous sommes très ravis de vous informer que 3 doses du vaccin actuel induisent un niveau de protection robuste. Là encore, l'OMS appelle à la prudence. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce dont on a vraiment besoin maintenant, c'est un effort de recherche coordonné pour ne pas sauter sur des conclusions après chaque étude. Pfizer-BioNTech s'appuie sur une nouvelle étude, mais les laboratoires ne l'ont pas rendue publique. Les laboratoires américains et allemands annoncent par ailleurs poursuivre la mise au point d'un vaccin spécifique contre Omicron qui pourrait être disponible d'ici le mois de mars. L'Angleterre introduit le passeport vaccinal dans certains lieux. Le Premier ministre recommande également de passer au télétravail dès ce lundi. L'annonce de ces nouvelles mesures intervient alors que Boris Johnson est au cœur d'un scandale actuellement. En Allemagne, Olaf Scholz a pris ses fonctions de chancelier ce mercredi, ce qui acte cette fois le départ d'Angela Merkel après 16 ans à la tête du gouvernement. Le nouveau gouvernement est le premier parfaitement paritaire avec plusieurs femmes à des postes clés, la défense, l'intérieur ou encore les affaires étrangères. C'est aussi une alliance inédite entre sociaux-démocrates, libéraux et verts. Retour sur la journée du nouveau chancelier avec Florent Rodeau. L'ovation dure de longues secondes. Main levée, le social-démocrate Olaf Scholz vient d'être élu 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre, refermant ainsi les 16 ans de l'ère Merkel. Dans l'enceinte du Bundestag, les applaudissements des élus, réunis depuis 9h du matin, sont nourris. L'ancien chancelier Gerhard Schröder, mentor d'Olaf Scholz, est là pour assister à sa consécration politique. Après la prestation de serment, Olaf Scholz a présenté sa nouvelle équipe, un gouvernement résolument pro-européen et paritaire, une première en Allemagne. 8 hommes, 8 femmes, dont certaines accèdent à des postes clés, à l'image de la social-démocrate Christine Lambrecht au ministère de la Défense, ou bien encore de l'écologiste Annalena Baerbock aux Affaires étrangères. Les libéraux, 3e membre de la coalition aux côtés du SPD et des Verts, hériteux notamment du portefeuille des finances.
À 15 h, heure locale, dernière étape symbolique, la passation de pouvoir avec Angela Merkel à la chancellerie. Je sais que vous vous mettez au travail avec une grande motivation. Alors prenez possession des lieux et travaillez pour le bien de notre pays. C'est mon souhait et je vous souhaite bonne chance. Je suis très reconnaissant de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je me réjouis de cette nouvelle tâche, je me réjouis de tout le travail à faire ici. Ce sera un nouveau départ pour notre pays. Je veux tout faire pour cela. Le nouveau chancelier l'a dit, il se rendra dès vendredi à Paris, où il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une journée riche en émotions pour Olaf Scholz, notamment lorsqu'il a raccompagné Angela Merkel à sa voiture. La fin d'une ère en Allemagne. Au Burkina Faso, le président a accepté la démission du Premier ministre Christophe Dabiré et de son gouvernement, une tentative de ramener le calme après des manifestations contre l'insécurité croissante dans le pays. À Ouagadougou, la correspondance de Kalidoussi. C'était l'une des mesures annoncées par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. La crise sociale que connaît le pays depuis une dizaine de jours, en déclarant avoir compris la colère engendrée par l'onde de choc consécutive à l'attaque djihadiste d'Inata. C'est surtout des conditions de travail de ces gendarmes qui ont suscité l'émotion et colère au Burkina Faso, car rappelons que plusieurs semaines avant le drame d'Inata, les soldats du détachement avaient dans une note déploré le manque de vivres alimentaires. S'en sont suivies des manifestations, dont une le 27 novembre organisée par la C27, la coalition du 27 novembre, une alliance d'organisations de la société civile, pour apporter le soutien au FDS, mais surtout réclamer le départ du président du Faso. Une manifestation non autorisée par la mairie de Ouagadougou qui s'était transformée en affrontement avec les forces de l'ordre, suivi d'actes de vandalisme, particulièrement au bureau d'état civil de la mairie. Suite à cela, certains leaders de ces organisations de la société civile ont été arrêtés et envoyés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ils sont notamment accusés d'atteinte à la sûreté d'État et destruction de biens publics. Donc c'est donc dans un contexte social très tendu qu'est attendu très prochainement la nomination du nouveau gouvernement burkinabé. 7 casques bleus ont été tués, 3 grièvement blessés dans le centre du Mali. Leur véhicule a heurté un engin explosif dans la zone de Bandiagara. La MINUSMA est déployée au Mali depuis 2013 avec 146 casques bleus tués. Elle est la mission des Nations Unies qui compte le plus de morts. La correspondance d'Anne-Fleur Lespio à Bamako. Cette attaque a eu lieu ce matin entre les localités de Douenza et Sévaré, dans la région de Bandiagara, proche de Mopti, lorsqu'un convoi logistique de la MINUSMA a heurté un engin explosif improvisé sur la route nationale 16, une route où des IED sont régulièrement posés, une route également contrôlée par des groupes djihadistes ainsi que par des milices d'autodéfense qui braquent aussi régulièrement les véhicules qui l'empruntent. Alors dans un communiqué publié par la mission de l'ONU, le représentant spécial et chef de la MINUSMA, M. El Ghassim Ouane, a condamné cette attaque et rappelé avant tout l'urgence de la stabilisation au Mali, une attaque qui alourdit une nouvelle fois le nombre de morts au sein de la mission de l'ONU, puisque la MINUSMA est aujourd'hui l'opération de la paix la plus périlleuse pour les casques bleus, avec plus de 200 soldats tués dans le cadre de la mission de la paix au Mali. Le Saoudien, arrêté hier mardi à l'aéroport de Roissy à Paris, a été relâché. Après vérification, il s'agit bien d'un homonyme de l'homme recherché pour le meurtre de Jamal Khashoggi. Retour sur cette erreur avec David Gilberg. Un homonyme. Le Saoudien arrêté mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle s'appelle bien Khaled Al-Otaibi, mais il ne s'agit pas de l'homme soupçonné de faire partie du commando venu de Riyad à Istanbul en octobre 2018 pour assassiner le journaliste Jamal Khashoggi à l'intérieur du consulat du Royaume. Après 24 heures de rétention judiciaire, la police aux frontières l'a donc relâché. Les vérifications approfondies relatives à son identité ont permis d'établir que le mandat ne s'appliquait pas à cet homme qui a été remis en liberté. L'Arabie saoudite a affirmé qu'il s'agissait d'une personne portant le même nom déjà quelques heures après l'interpellation sur le sol français. Le passeport présenté au moment d'embarquer pour un vol à destination de Riyad avait pourtant bien déclenché une alerte liée au mandat d'arrêt international émis par la Turquie. Ce n'est pas une enquête française, c'est une enquête internationale et qu'évidemment nos services se conforment à nos obligations avec Interpol. Et à ce titre, une notice rouge, comme on dit, a été émise par la Turquie qui a conduit effectivement à une interpellation. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant Jamal Khashoggi avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations notamment de la CIA,
Le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. Dimanche prochain, en Nouvelle-Calédonie, se tiendra le 3e et dernier référendum sur l'indépendance. Le Conseil d'État a rejeté hier la demande de reporter le référendum en raison du contexte sanitaire. Les indépendantistes ont appelé à boycotter le scrutin. Pour comprendre ce qui a conduit à la tenue de ces consultations, il faut revenir à la fin des années 80 avec les accords de Matignon. Nathalie Nouzière. C'est cette poignée de main, en 1988, qui a tout décidé. Pour Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, c'est une reconnaissance mutuelle historique. À travers eux, les Kanaks, peuple premier de Nouvelle-Calédonie, et les descendants des colons et des bagnards déportés sur le Caillou, acceptent de construire un avenir commun. Un processus de décolonisation commence avec les accords de Matignon, négociés par le Premier ministre Michel Rocard. Le territoire vient alors de vivre 4 ans d'une guerre civile qui ne disait pas son nom. 4 ans d'affrontements entre indépendantistes, anti-indépendantistes et forces de l'ordre. Pour y mettre fin, les accords de Matignon décident notamment qu'un référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie sera organisé. Nous devions savoir donner, savoir pardonner. Je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. 1998, 10 ans plus tard, nouvelle poignée de main entre Jacques Lafleur, Wakwamitan et Lionel Jospin. C'est l'accord de Nouméa. Il prévoit qu'il sera possible d'organiser 3 référendums successifs. Les 2 premières consultations ont lieu en 2018 et 2020. Le non à l'indépendance l'emporte par 2 fois, mais l'écart se resserre. Le oui progresse de plus de 3 points. Le dernier référendum aura lieu le 12 décembre. Les indépendantistes demandaient un report du vote à cause de la crise sanitaire liée au Covid. Le gouvernement ayant maintenu la date, le FLNKS a décidé de ne pas y participer. Dans l'accord de Nouméa, ce dernier référendum avait été conçu comme décisif pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il risque maintenant d'ouvrir une période d'incertitude. On parle manga à présent avec le très populaire One Piece. Depuis ce mercredi, le tome 100 des aventures du pirate Luffy est disponible en librairie. En 25 ans d'existence, la série imaginée par le japonais Eiichiro Oda a rassemblé une foule de fans assidus. Le reportage de Renaud Lefort. One Piece, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'habitez pas la planète manga. One Piece, comme le nom d'un trésor recherché par un pirate un peu loufoque, Luffy, mais c'est encore les vrais fans qui en parlent le mieux. C'est un pirate et il doit faire un peu former son équipage, tout ça pour devenir le roi des pirates. L'équipage qui s'est constitué, on sent vraiment l'amitié au fil des tomes, des arcs. I really like the characters and I like the story a lot because it's still going and it keeps going and I think that's really fun. Ce que j'aime dans le message délivré par l'auteur, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants, c'est seulement des personnages qui poursuivent leurs rêves. Un rêve de dessinateur, celui du génial japonais Eiichiro Oda. Son shonen, catégorie de manga destinée aux jeunes garçons adolescents, date de 1997. Et c'est tout simplement le manga le plus vendu de l'histoire, avec près de 500 millions d'exemplaires. Mais la passion est aussi française. Depuis 2011, 26 millions d'exemplaires vendus. Cette semaine, dans les librairies, sort le 100e tome, très attendu. Faut savoir que dans l'univers de One Piece, on va dire, il y a un titre qui s'appelle Les Empereurs, qui sont, on va dire, les pirates les plus forts. Et là, il s'avère que Luffy et son équipage n'affrontent pas, non pas un empereur, mais 2 empereurs. Et surtout, du coup, ce qu'on constate avec ce tome 100, c'est qu'on est vraiment à un climax de la confrontation et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Donc du coup, on n'a qu'une envie, c'est justement de savoir comment est-ce que ça va progresser. Si les Français sont aussi fans, c'est qu'au-delà du divertissement, ce bijou littéraire offre plusieurs niveaux de lecture. Et dans ces ambiances extrêmement variées, on va voir aussi justement le monde gagner en profondeur avec des luttes de pouvoir par rapport notamment à la marine, par rapport à certains pirates, par rapport aux corsaires, et aussi avec des problématiques qu'on peut effectivement considérer comme politiques, comme justement l'exploitation humaine, l'esclavage, la colonisation, l'industrialisation. Donc qui sont tout autant des thèmes
dont on peut prendre conscience lorsqu'on lit le manga. Si vous n'êtes pas encore rassasié après la lecture de ce manga fleuve, un film sortira en 2022. Et en attendant, vous pouvez toujours revoir les 1000 épisodes du dessin animé. Une chose est sûre, Luffy n'est pas encore un pirate à la retraite. Vous êtes prêts ? Moi qui dis Luffy, je serai le roi des pirates ! Et on passe au sport.